mystère de la pyramide. Et je vais parler de la pyramide en général. Globalement, pas spécialement de la grande pyramide, pas spécialement d'une petite pyramide, pas spécialement d'une pyramide de Chine ou d'une pyramide qu'on retrouverait lisse en Amérique du Sud et toutes les autres en ziggourate, c'est-à-dire à grade, alors que pour l'Égypte c'est l'exact inverse, toutes les pyramides sont lisses et il y a une seule est à gradin. Et en plus, je ne veux pas parler des pyramides de Chine ou même de la pyramide qu'on a retrouvée en France, je ne sais pas plus dans quel, dans le Verdon, tout ça, enfin, on a retrouvé une pyramide aussi, voilà, donc je vais pas parler de pyramides précises, elles existent un peu de partout. Parler du secret de la pyramide. Il y a plusieurs hiéroglyphes égyptiens qui sont en forme de pyramide, notamment un que vous voyez là, ici, ou un autre que vous voyez là, ici, ou un autre qui est dessiné autrement, comme ça. C'est une forme pyramidale à point. Voilà. Et alors, bon, lorsqu'on se penche sur le nom même de la pyramide qui est mère, alors on ne s'étonne pas que les anciens, les premiers historiens, ont appelé l'Égypte la civilisation mère. Ben oui, la civilisation mère, la civilisation maman de toutes les civilisations. Alors pour quelle raison l'Égypte a été appelée civilisation mère? Parce que c'est d'elle que le phonème même, mère sort. Le phonème mère veut dire quelque chose aussi en égyptien comme en français, mère. Alors mère veut dire deux choses en français. La phonétique mère pourrait signifier la mère, M-E-R, la mère contenant l'eau, comme la mère, la maman contenant l'enfant, à naître. Alors le rapport entre la mère et la mère, il est assez facile à déduire, c'est que ma mère, la maman, elle aime le temps pour pondre, donc la mère d'en haut, ou la mère spirituelle, qui agit sur les mers d'en haut, la grand-mère d'en haut, qui est l'océan des mondes, va produire en s'habillant dans le temps et dans les airs. Vous voyez, les airs, mère c'est M plus R, elle aime le temps, elle aime les airs du temps, elle aime le temps. Bon, c'est vrai que le sphinx est le grand sondeur des temps et protecteur des temps et symbolisant comment dire, le secret du Nord, le secret du mystère, le secret de l'encodé, puisque le Nord est le point encodé. En hébreu, le Nord se dit Tsaphon, mais la chose Sfon. Sfon, c'est secret, un secret caché, un code. Et c'est vrai que le mot Tzfon, on va le retrouver dans Tzfonat Paronach, qui est Yosef, qui a reçu le nom par Pharaon de Tzfonat Paronach, celui qui décrypte l'énigme du Sphinx. Donc du veilleur sur les temps, de celui qui est le témoin des âges anciens. Et si on a fait un Sphinx en Égypte, c'est la statue du Sphinx ne symbolise pas un culte idolatrique, spécialement, on ne va pas se prosterner devant le Sphinx. Il faut bien comprendre que on allait faire de ce symbole la représentativité du temps, et pour représenter les temps, on y avait mis trois grandes fonctions, une fonction aigle, une fonction
humaine, puisqu'on voit qu'il a la tête humaine, il a des aigles plus ou moins ressemblant à l'aigle, et puis il a évidemment la face humaine, donc on va dire que le sphinx est le symbole de 3 fonctions. On va retrouver les 3 mêmes fonctions dans le chérubin, mais il va y avoir une 4e tête dans le chérubin qui, elle, n'est pas mentionnée dans le sphinx égyptien. Alors dans le sphinx égyptien, on ne mentionne pas le taureau. Et pourtant, le sphinx va être le témoin précisément des âges qui étaient avant la fameuse ère du taureau, et qui commence l'humanité adamique à l'ère du taureau, et donc qui est le point de départ de l'humanité, puisque le mot Aleph ou Alpha en grec, qui est devenu Alpha en grec, point de départ, vient de Alouf, qui veut dire aussi le taureau puissant, qu'on dessinait dans l'hébreu ancien de cette manière, comme une tête de taureau, tout simplement, voilà, dans un hébreu hiéroglyphique proto-sinaïque. Et puis il y avait un autre hébreu hiéroglyphique proto-sinaïque où on symbolisait le Aleph comme ça, vous voyez, comme ça, pardon, voilà, comme ça, voilà, hein. Et en le symbolisant comme ça, il n'y avait plus qu'à le retourner de cette manière pour en faire le taureau avec ses 2 cornes, comme là, vous voyez, ça rejoignait ce symbole-là. Et là, évidemment, on pouvait après le retourner de cette manière et avoir en latin le A. Vous voyez là, et effectivement, ce A allait symboliser l'angle, la racine de l'angle. C'est le symbole de la mesure de l'angle. Alors on va faire comme ça pour bien symboliser la mesure de l'angle. Voilà. Et l'ange, voilà. Alors on a un compas, on trace notre cercle avec, et on mesure l'angle du cercle. Voilà. Et on a l'angle. Alors bien sûr, ça veut dire quoi? On trace le cercle à partir du point de départ de l'ère du taureau, on partait pour signifier l'ère adamique, et puis c'était en fonction de cet angle-là que partait le point de départ de l'humanité. Évidemment, comme la valeur de l'angle ici était 45, alors 45, effectivement, ça correspond à 1/8 du cercle, et 45, ça désignait le point de départ de l'ère du taureau jusqu'à la moitié de l'ère du bélier, qui avait 45 degrés. Et là, dans ces 45 degrés, nous avons le point de départ de, si on pourrait dire, la civilisation adamique, l'ère adamique, avec toute la base de l'ancienne Égypte, où elle était encore héritière de tout ce qu'il y avait, et des connaissances antérieures de la tradition primordiale, et même de tous ses aspects, puisque l'Égypte a été instituée de cette manière-là, par Dieu l'a choisi comme Béchor du monde dans un premier temps.